Bonjour à tous, seconde 1, seconde 8, physique-chimie. Donc aujourd'hui, vous devez regarder cette vidéo dans votre salle de classe, sachant que les secondes 8, c'est le lundi de la reprise de 9h à 10h. Donc normalement, vous devez relancer cette vidéo peu après la sonnerie de 9h. Et les secondes 1, c'est pour mercredi de 10 à 11. Aujourd'hui, séance de correction d'exercice sur le chapitre 17 sur l'électricité. C'est simple, je vais présenter les exercices au fur et à mesure et leur correction. N'hésitez pas, pour celui qui est sur le poste prof, de mettre pause de temps en temps, revenir en arrière s'il y a besoin. Si cette vidéo est trop longue parce que vous avez fait beaucoup de pauses et que vous n'avez pas fini, ce n'est pas grave. Vous aurez fait suffisamment d'exercices en 1 heure pour que ceux qui feront la spécialité physique-chimie l'année prochaine, que vous soyez prêts pour affronter une nouvelle année malgré la période que nous avons traversée. Je préciserai en fin de vidéo et dans le mail aux délégués ce qu'ils attendent pour la suite de la semaine, bien entendu. Je crois que j'ai tout dit. Avant cela, on fait la suite du petit jeu que j'ai présenté la semaine dernière avec un nouveau cartouille que je vous montre et juste après, je commence à corriger les exercices. C'est parti. Donc attention, essayez de deviner quelle est la ville qui est comme ceci. Je vous laisse bien regarder. Il y a notamment en haut à droite une image assez simple à deviner. Et puis si vous lisez le texte du plan, vous avez le pays. Et donc je pense que vous avez trouvé facilement. Il y avait le E qui pouvait aider. Barcelone. Donc on y va, une très belle ville d'ailleurs, Barcelone. On y va pour la physique. Et donc, je vais corriger quelques exercices. Et c'est parti. Donc, les secondes 1, celui qui est sur le poste prof, vous pouvez avancer un peu, puisque je vais reprendre l'exercice 10, que je n'ai pas encore eu le temps, 10, 12, 14, que je n'ai pas eu le temps de corriger avec les secondes 8. Pour les secondes 1, donc vous commencez à l'exercice 17, que je corrigerai dans quelques minutes. Exercice 16. Donc on mesure l'intensité du courant de 16,0 mA dans le ci-dessous schématisé ci-dessous, un générateur, une résistance, une lampe. Donc normalement ces exercices vous deviez les faire chez vous, donc je les corrige vraiment à la foulée, mettez pause s'il y a besoin, c'est surtout l'exercice, non les autres exercices aussi étaient à faire à la maison. Donc je les corrige à la foulée, mettez pause de temps en temps, c'est pas à faire en même temps que mon cours. Donc, brancher l'appareil de mesure et les bandes de branchement. Donc, quand on mesure le courant électrique, c'est qu'un ampère-mètre branché en série. Donc, on met le A ici en bas sur le fil qui est là, avec le rond. La bande d'entrée A côté plus, donc on le met à droite. Et la bande de sortie com côté moins à gauche. Donc, l'ampère-mètre A à droite, com à gauche pour l'entrée et la sortie, comme plus et moins. Et le rond, c'est un A au milieu pour dire que c'est un ampère-mètre. Choisissez le ou les qualités qui peuvent être utilisés. Donc pour mesurer 16,0 mA, on peut prendre 20 ou 200 mA. Avec 2 mA, vous allez griller le fusible et il va afficher un point à l'écran pour vous dire qu'il y a un petit souci. Ça arrive de temps en temps avec les élèves de 4e. Et quel calibre est le mieux? C'est 20 mA. Il faut prendre le plus proche par valeur supérieure pour avoir la valeur la plus précise. 200 mA, il va peut-être indiquer 16 mA. 20 mA va indiquer 16,0, 16,1, 15,9 mA, il va être plus précis d'un décimal. Pour ceux qui font la spé physique-chimie, la semaine, enfin les 10 jours où on reprend Teams, je parlerai de ce virgule 0 qui est fondamental en physique et on fera un petit cours là-dessus. Voilà pour l'exercice 10. Ensuite, le 12. On mesure les intensités I1, I3 des courants dans le schéma ci-contre, dans le circuit schématisé ci-contre. Calculer I2. On voit un nœud, donc on va appliquer la loi des nœuds au point A. Au point A, il y a I1 qui arrive, I2, I3 qui en repart. On peut écrire que I1 égale I2 plus I3. I1 égale I2 plus I3. D'où I2 égale I1 moins I3 égale 25 moins 10 égale 15,0 mA. Il y a la même chose avec le virgule 0, j'en reparlerai. 15,0 mA, loi des nœuds. Il faut bien, je ne sais plus si j'ai dit, il faut bien dire d'après la loi des nœuds en A
au tout début de l'exercice. Si j'ai oublié, veuillez m'excuser. Enfin, l'exercice 14, et on aura rattrapé les secondes 1. On considère le circuit ci-contre avec 3 valeurs de tension, U1, U2, U3. Donc là, vous pouvez remarquer que les flèches sont 3 sont dans le même sens, une opposée. Le générateur est à une flèche opposée parce que c'est un générateur. Les autres, c'est des résistances, donc des récepteurs. On met dans ce sens-là. On met le générateur dans le sens du courant, la flèche de la tension dans le sens du courant, les autres dans le sens inverse du courant électrique I, ici. Et calculer la tension au bord du générateur, c'est la loi des mailles. Et là, il faut choisir un sens. Donc, je vais prendre le sens des aiguilles d'une montre. Donc, UG moins U1 moins U2 moins U3 égale 0 volts. Je répète, UG moins U1 moins U2 moins U3 égale 0 volts, d'où UG égale U1 plus U2 plus U3 est égal donc à la somme de ces valeurs-là, 5,5 et 3,4, 8,9, 11,9, 12 volts a priori, 5,5, 8, non, je me suis trompé, 5,5, 8,5, 8,9, 9, 11 volts, pardon, avec les 3 tensions. Loi des mailles dans ce circuit-là. Allez, maintenant les secondes 1 vont nous rejoindre à l'exercice 17 que vous avez fait lors du TP numéro 2 avec moi la semaine dernière. Les caractéristiques de deux résistances. Et je vais prendre la calculatrice pour être prêt à faire les calculs. Les caractéristiques de deux résistances sont représentées ci-dessous, en bleu et en vert. Déterminer la résistance R1, donc c'est en bleu. Je prends un endroit où je passe par un carreau. Là, je passe à 5 volts, ça fait 15 milliampères. Attention, milliampères, il faut être en ampères. Donc, comme on a pu le faire dans le TP, d'après la loi d'Ohm, U1 égale R1 fois I. 1, on peut dire, R1 fois I1. D'où R1 égale U1 divisé par U1. Et donc, on y va. U1, donc ici, j'ai 5 volts, divisé par 15 mA, mais en 15 mA en ampères, 0,015. La virgule était là, je la déplace de 3 crans vers la gauche, ça fait ceci. Et on va arrondir à 333 ohms pour la résistance ici. Comparer sans calcul la résistance R2 à celle de la résistance R1. Eh bien, la courbe ici, elle est plus pentue. Donc en maths, vous avez vu que normalement, que le coefficient directeur d'une droite linéaire plus pentue a un plus grand coefficient. Donc le R va être plus grand. Donc on peut juste dire que R2 va être plus grand que R1. Donc après, on pourrait faire un calcul, mais ça ne nous intéresse pas. Donc on sera au-delà de 333 ohms. Je vais quand même vous le faire le calcul. On va essayer de trouver une valeur. Bon, là pour 2,5 volts, on passe par 5 mA. 2,5 sur 5, ça fait 1,5, ça fait 0,5. On doit être à 500 ohms. Un tout petit peu plus, parce qu'on passe au-dessus ici. On doit être à 550 ohms pour la valeur de la résistance de tête. Voilà pour l'exercice 17. Le 18, on finit donc les exercices incontournables, les incontournables. Et celui-là, il était corrigé dans l'exercice. On alimente une résistance avec une pile. Les caractéristiques de ces dipôles sont représentées par les nuages de points suivants. Associer les caractéristiques aux dipôles concernés, on a vu que une résistance est un dipôle récepteur, il passe par l'ordonnée à l'origine, donc c'est la droite violette, U égale R fois I. Et puis une pile, c'est un générateur, il passe, là il va y mettre du 9 volts pour un courant de 0 mA, et il décroît au fur et à mesure. C'est bien en orange la caractéristique de votre pile. Déterminer le point de fonctionnement P du circuit, c'est l'intersection. Le point de fonctionnement, ce sera pour une tension de 7,6 volts à peu près, pour un courant, je dirais, à 170 mA à peu près. Voilà. Pas besoin d'être plus précis. Vous pouvez aller voir la réponse, j'en suis sûr qu'ils sont plus précis que moi. Donc voilà pour l'exercice 18. On passe ensuite à l'exercice 26, qui doit être ici. Non, raté. Ici. Donc le 26, 25, 26. Ah, du Arduino. Ça me fait plaisir.
parce que c'est en lien avec l'informatique. Donc, les microcontrôleurs de type Arduino permettent d'analyser des signaux électriques, tout à fait, dont la tension doit être au maximum égale à 5 volts. Il ne faut pas dépasser, sinon on peut abîmer le microcontrôleur. On utilise un microcontrôleur pour mesurer la tension UBC, donc au niveau de la résistance R2, du montage qui compte. R1, c'est 4,7 kΩ, R2, 1,0 kΩ. Calculer la valeur maximale de l'intensité I du courant électrique traversant R2. Vous avez compris, on utilise la loi d'Ohm. On veut R, on veut calculer I, on a U, enfin on a R, on a U, on veut calculer I. Donc U égale R fois, d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I égale U sur R. Hop. Et donc U, on a dit maximum 5 volts, 5,0, divisé par R qui vaut 1000 ohms. Et donc ça fait 0,005 ampères, soit 5 milliampères. Il ne faut pas dépasser ici, dans R2, 5 milliampères, sinon tant pis pour notre carte Arduino. Bon, un microcontrôleur Arduino, ça vaut combien? 20 euros, un truc comme ça, 20-25 euros. Donc c'est pas exorbitant. Mais néanmoins, si tous les élèves nous grillent, on en a 10 là au labo en physique, bien sûr que je vais râler. Calculez alors la valeur maximale que peut prendre la tension UAB dans ces conditions, ici. Et là, vous remarquez qu'on a un circuit série. Il n'y a pas de nœud. Donc si on veut appliquer la loi des nœuds, c'est pas possible. Donc le courant va être le même partout, le même. Vous l'avez vu en quatrième sous la loi d'unicité du courant électrique. Donc I qui va traverser AB sera le même qui traverse BC. On a vu qu'il ne fallait pas qu'il dépasse 5 mA. Donc on va prendre la valeur max ici 5 mA pour R1 et on verra quelle tension maximale il ne faut pas dépasser pour R1. Donc on y va, d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. R 4700 ohms, puisque c'est 4,7 kΩ pour la résistance, fois 5 mA, je ne dois pas dépasser les, c'est normal, 23,5 volts. Donc voilà pour ceci. Mettez bien pause, parce que là j'ai peut-être un peu vite. N'hésitez pas, là on a 3 exercices à corriger, ça fait 12 minutes de vidéo. Je vais faire à peu près 30 minutes de vidéo, comme ça avec les pauses, ça fait l'heure de cours. En déduire la valeur maximale que peut prendre la tension UAC, donc ici, ou celle du générateur, UAC c'est la même, c'est la loi des mailles. Je fais dans le sens des aiguilles d'une montre, UAC moins UAB moins UBC égale 0 volts, d'où UAC égale UAB plus UBC, est égal donc à 23,5 volts plus les 5 volts. Il ne faut pas dépasser les 28,5 volts pour éviter d'avoir des soucis. Donc 28,5 volts. Ça, c'est important de le faire parce qu'il y a, même en école d'ingé, des élèves qui branchent, tac, 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 ils allument, ils se trompent, ils mettent ici, c'est un générateur de 15-30 volts, où ils mettent 30 volts, paf, ça grille le Arduino, et là ils disent, qu'est-ce qui se passe? Faites les calculs au niveau quatrième et seconde, et vous éviterez de griller le microcontrôleur. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes qu'il faut savoir faire rapidement quand on est en école d'ingénieur, en classe prépa, en première terminale. Et en seconde, donc du coup, pour vous. L'exercice 26 est terminé. Le 30, il doit être par ici. Voilà, le 30. Électrolyseur. Ça, on le faisait avant en terminale. Eh bien, on va vous montrer ce que c'est. Un électrolyseur de laboratoire utilisé pour synthétiser de l'eau et alimenté par un générateur délivrant une tension U constante. Donc c'est l'appareil qui est là, l'électrolyseur. Donc il y a là à droite c'est un générateur. Donc à droite c'est un générateur. L'électrolyseur c'est le récipient et on va envoyer un courant électrique entre les deux électrodes et ça va permettre de faire une transformation chimique dans le récipient qu'on appelle électrolyseur. Et le symbole de l'électrolyseur c'est ceci. En effet, plus le courant va être fort, plus la tension à ces bornes va être importante. Donc, c'est bien un générateur, c'est un dipôle générateur puisqu'il fonctionne même quand le courant vaut 0 mA. Donc, déterminer le point de fonction de circuit pour 1 volt. Donc, je suis embêté. Je suis embêté parce que donc 2 volts, on l'a. Ça doit être 50 mA. Et donc, on va faire de manière un peu approximative, il faudrait que je trouve l'équation de la droite, mais là, avec juste ça sous la main, c'est un peu compliqué. On voit que je perds
Si le courant I est négatif, c'est-à-dire que le courant va dans l'autre sens dans ce cas-là. J'ai un doute. J'irai voir la correction après. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai un doute parce que est-ce qu'on peut avoir un courant négatif avec des électrodes d'un électrolyseur là, j'ai un doute. On va dire que oui, je vais aller voir la correction après. J'étais à 50 mA pour 2 volts, à 1,5 je suis à 0. Donc à 1 volt, je dois être à moins 50 mA. C'est vrai que le courant circule dans l'autre sens pour du 1 volt. Mais je vais vérifier tout ça avec les quelques éléments de correction que m'a donné l'éditeur. Donc je suis dans le chapitre d'électricité qui doit être par là. Les circuits électriques, le 26. Non, c'est pas le 26, c'est le 30. Électrolyseur. Pour coordonnées I, d'après le graphique, U est non nul à partir de... Ah. C'est bizarre, là il me dit carrément que pour 1 volt, c'est I égale 0 mA. Donc je me demande s'ils ne sont pas trompés au niveau du graphique, ici. Je pense que la cour, ils voulaient la faire partir de 1 volt pour 0 mA, ce qu'on appelle la tension à vide, quand le courant est nul. Et là, le corriger les faux. Donc c'est-à-dire que le graphique était réalisé par l'infographiste de chez Hatier, c'est sûrement trompé. Et 50 mA pour 2 volts. Donc a priori, il y a une erreur dans le graphique. C'est pour ça que j'étais surpris de la question qui vous demande un courant négatif. Bon, vous oubliez la question, vous retenez que 2 volts 50 mA. Et U est non nul à partir d'une tension supérieure à 1,5. Ouais, c'est bizarre. Et donc la question 2 se produit lorsque l'intensité I est non nulle. Donc il faut être au-delà de 1,5 volts si on respecte, si ce graphique est juste. Mais là, il y a un petit souci. Et sur mon livre, moi je vais noter, je vais barrer l'exercice 30 pour ne pas le donner. Parce qu'il y a un problème d'énoncé. 17 minutes, tout va bien. On est à l'avant-dernier exercice. On passe au 34. Donc, 34. Ah, chargeur USB, ça doit vous intéresser ça. Un chargeur autonome de tension nominale 5 volts, vous savez, les chargeurs de voyage ou de randonnée, fournit assez d'énergie pour charger un smartphone. Il peut lui-même se charger à l'aide d'un panneau photovoltaïque dont les caractéristiques est données ci-dessous. Il peut lui-même se charger à l'aide. Donc là, c'est la caractéristique du panneau photovoltaïque qui fournit pour du 0 volt 0,5 ampères et à 6 volts, il n'y a plus de courant. À l'aide de la caractéristique, déterminer l'intensité nominale du panneau photovoltaïque. Donc, c'est quand on est à 5 volts pour mettre le chargeur. Quand on branche le chargeur, là, oula, ces questions sont mal posées. Donc pour du 5 volts, on aura 0,4 ampères. C'est l'intensité nominale quand le téléphone est branché. Même chose, hein, j'ai lu trop rapidement cet exercice. Et là, on vous donne... Ah ben, tenez, tension à vide. On vous donne deux définitions qui sont importantes. Je zoome un peu plus, ce sera plus agréable pour vous. Ah oui, surtout que en étant dans deux salles différentes, vous n'avez peut-être pas de livre. Enfin, normalement, il faudrait que chacun apporte son livre, mais comme vous aviez l'habitude d'avoir qu'un livre pour deux avec moi. L'intensité de court-circuit ICC, c'est l'intensité lorsque la tension est de 0 volts. Et la tension à vide UV est la tension lorsque le circuit est ouvert, c'est-à-dire lorsque le courant est égal à 0 ampère. Associé à chaque montage, la grandeur qui permet de déterminer. Donc ici, on a le circuit est ouvert, donc on aura du 0 ampère. Comme on a du 0 ampère, le circuit est ouvert, là ce sera le schéma de gauche, le schéma 1, c'est pour calculer UV, la tension à vide. Et à droite, donc du coup à droite c'est pour calculer ICC, mais il faut s'arranger pour que le U ici soit de 0 volts, c'est-à-dire que vous mettez le panneau photovoltaïque à l'ombre pour éviter qu'il ait une tension. Donc schéma 2 pour ICC. Et déterminer les valeurs de ICC et UV. Ah, regardez, c'est un extrait du bac STI2D. Je crois qu'il y a un élève de seconde 8 qui part dans cette filière-là qui est pas évidente. Hein. Il y a quand même un peu d'électricité. Donc, c'était donné en 2017 dans les Antilles-Guyane. Et donc, déterminer ces valeurs, ICC, c'est le courant quand U vaut 0 volts.
Donc quand UV 0 volt, le courant ICC c'est 0,5 ampères. C'est lui, c'est ICC, le courant de court-circuit. C'est-à-dire que si un jour il y a un court-circuit, 0 volt, vous aurez 0,5 ampères dans le circuit, et là ça peut endommager fortement vos composants électriques. Et quand le circuit est ouvert et que le courant vaut 0 ampère, vous aurez une tension à vide, UV, de 6 volts, ici, en bas, ici sur ce graphique-là. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi ça peut sembler évident parce que c'est quelque chose que j'enseigne depuis longtemps, que j'ai fait quand j'étais étudiant, etc. Mais pour ceux qui feront de la physique-chimie plus tard, c'est pas la partie la plus compliquée, l'électricité en cours en continu de ce genre-là. Après, il y a des choses beaucoup plus complexes, mais ce sera pour plus tard. Voilà, je crois que j'ai terminé sur cet exercice 34. J'avais peur que je m'étais trompé d'exercice. Voilà, et ça fait 21 minutes de vidéo. J'espère que vous n'entendez pas mon bébé en train de chouiner. Et sinon, tant pis pour vous. Quoique non, c'était pas fort pour moi, donc c'est pas fort pour vous. Donc maintenant, je vous explique pour la suite. Donc là, c'était le cours de lundi pour les secondes 8 de 9 à 10. Demain, mardi, pas de vidéo. Vous allez faire en cours les 3 TP. Je vais vous les montrer dans quelques instants, qui sont ici. Les 3 TP sur la radioactivité, que je corrigerai lors du TP du vendredi en vidéo par contre, donc vendredi prochain. Donc mardi, vous ferez les TP numéro 15, 16, il y a un petit jeu, et 17, je vais vous les présenter dans quelques instants. Donc ça, vous le faites demain mardi. Je l'écrirai à vos maîtres d'externat et à vos délégués. Les secondes 1, donc c'est mercredi de 10h à 11h. Ces TP, vous les faites pour demain jeudi. Donc je suis désolé, ça fait un peu de travail du jour au lendemain. Vous les faites pour demain jeudi et je les corrige du coup en TP jeudi avec la vidéo qui arrivera entre temps sur YouTube. Je vous les présente. TP numéro 15, vous allez voir ce que c'est que des isotopes et les identifier. Donc j'en dis pas plus. Il y a une petite anecdote sur un meurtre qui s'est produit en 2006 avec un élément radioactif. On vous présente dans le document qu'est-ce que c'est que les isotopes du polonium, qu'est-ce que c'est qu'une désintégration dite alpha. Donc, il y a des désintégrations qui s'appellent alpha, bêta moins, bêta plus et gamma. Voilà. Et donc regardez, là il y a un schéma que je vous montre en couleur. Donc mardi pour les secondes 8, vous pouvez remettre cette vidéo pour avoir les images en couleur en arrêt sur image. Et les secondes 1, depuis votre téléphone chez vous au mercredi après-midi, de même. Voilà ce que ça donne au niveau de comment sont arrêtées les ondes radioactives, les rayonnements radioactifs. Puis quelques questions. Le jeu de l'or, je vous le présente, et il faut avoir le diagramme en couleur. Donc voilà, comme ça vous le voyez bien. Les cases grises, ici les 4, c'est des éléments stables. Des éléments chimiques stables, le plomb 206, il est stable, aucun danger. Les éléments bleus, ici, plutôt en bas, avec le bismuth 210, ici, c'est des éléments qui font ce qu'on appelle du bêta-. Vous verrez après ce que c'est. En jaune, toute la ligne supérieure et les deux ici, bismuth 209, 211, c'est du rayonnement dit alpha. Et les deux roses à gauche ici, vous pouvez le noter, c'est du bêta+. Et vous allez, donc je vous le montre tout de suite, quand vous avez du alpha, voici la règle d'évolution. Il faut bien lire et comprendre ce qu'il fait. Quand vous avez du bêta+, voilà ce qui se passe. Du bêta-, voilà ce qui se passe. Et une capture neutronique, ce sera pour initier le jeu. C'est ici. Et donc le jeu, c'est que... Normalement, j'aurais aimé que vous le fassiez en binôme, mais là, c'est un peu dur avec la distanciation sociale. Vous choisissez au hasard un des 3 isotopes du plomb, ici. Vous choisissez un nombre entre 1 et 6, et c'est le nombre de neutrons que vous allez ajouter par capture neutronique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, vous avez 18 possibilités de départ. Donc, du plomb 206, vous pouvez faire... du plomb 207, du plus 208. 3. En fait, vous pouvez, à partir de cette case-là, obtenir toutes les suivantes ici. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 départs possibles.
Et si vous tombez sur une case bleue, il faut voir comment va évoluer votre élément en respectant les règles du document 3 et voir quand est-ce que ça s'arrête. Donc c'est pour voir qu'est-ce qui se passe quand on s'amuse à fabriquer des éléments radioactifs et sur quel élément on retombe quand ça devient stable. Donc j'en ferai quelques-uns en correction jeudi, vendredi, mais voilà, il faut bien lire, c'est pas forcément évident, mais c'est le jeu de l'or que je trouve très, très drôle. À la fin, il y a quelques questions, voilà, et vous pouvez après dire un peu, résoudre le jeu. Vous savez que les échecs, c'est un jeu qui est résolu, parce qu'on sait, on connaît toutes les possibilités, quoique non, peut-être pas les échecs, les dames en tout cas. Enfin, les échecs maintenant, l'intelligence artificielle est plus forte que n'importe quel joueur, mais le jeu n'est pas résolu. C'est les dames qui sont résolues, où on connaît tous les cas possibles de jeux qui ont été répertoriés par une université américaine. Et donc là, j'aimerais que vous me disiez les 9 combinaisons possibles qui peuvent se produire avec ce jeu-là. Et pour aller plus loin, pour ceux qui veulent faire de l'alchimie, c'est possible grâce à la radioactivité et au professeur Shaka de l'université de Californie. Enfin, dernier TP, différentes transformations. Je vous montre une petite centrale nucléaire en couleur, une petite centrale thermique à fioul en couleur, une petite fission-fusion, la différence entre fission et fusion. Voilà, notamment les bombes atomiques. Il y a la bombe H qui est, je crois, de la fusion et la bombe A qui est de la fission, à vérifier si je ne me trompe pas, entre les deux bombes atomiques. Et puis quelques questions que nous corrigerons pendant le TP de jeudi et vendredi. Voilà. 27 minutes, je crois que pour vous c'est quasiment la fin de l'heure de cours. Et donc on se retrouve en vidéo YouTube pour le TP de jeudi ou vendredi en fonction des classes, pour corriger ces 3 TP sur la radioactivité qui sont importants pour les futurs SP. Bonne semaine pour les secondes 8, bonne suite de semaine pour les secondes 1, et rendez-vous lors de la prochaine vidéo.